une petite société. Donc oui, on était sur les mêmes méthodes et on se demande d'ailleurs, comment on a fait là pour avoir alors, j'ai appris d'ailleurs qu'en temps de guerre, même certains dictateurs laissaient souffler, hein, laissaient souffler un petit peu le peuple. C'est vraiment une méthode d'ingénierie, Bah, et de voilà, de la manière dont ils manipulent les masses. C'est vraiment comme ça. On te laisse souffler, comme ça tu te dis, bah non, en fait, je suis pas dans un totalitarisme. Et puis bim, ça revient. alors Et puis justement, après, bah, à ce propos, la fameuse trêve, alors moi, ça me fait penser là, ce que tu me dis au film Joyeux Noël, même si c'est pas tout à fait le même registre, mais avec Danny Boone et je crois Guillaume Canet, où justement pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands et les Français ont fait Noël ensemble dans les tranchées, etc. C'est un moment que très peu de gens connaissaient et en fait, comme on dit souvent, hein, Paul Valéry disait la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent. Et c'était tout à fait ça. Et j'ai vu sur Twitter, il y a quelques mois de cela, une dame de 93-94 ans qui nous disait, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on allait au bal, on allait danser quand même, on allait au restaurant, on n'avait pas des lieux qui étaient privés, qui étaient empêchés quand on n'avait pas son fameux pass. C'est-à-dire qu'on avait presque plus de liberté pendant la guerre. Ça restait la guerre, bien sûr, avec ses problématiques, mais elle disait, personnellement, elle le ressentait comme pire que la guerre, parce que justement, il y avait une ségrégation, ce que certains n'aiment pas comme mot, mais moi j'ai considéré que c'était un apartheid, c'est-à-dire qu'on a considéré sur le plan sanitaire, enfin sur le plan politico-sanitaire plus précisément, que des gens avaient le droit de vivre et d'autres non. Parce que voilà. moi-même, il y a un an, j'étais confronté à ça, c'est-à-dire que pour aller dans ma salle de sport, je devais y aller clandestinement. C'est-à-dire que je me suis dit, je vis dans une dystopie, même Orwell ne l'aurait jamais imaginé. C'est-à-dire qu'il fallait que je m'organise pour ne pas être contrôlé par la police, pour exercer une activité de bien-être. Alors que le but, c'est justement d'être en bonne santé. Donc ça voulait bien dire que déjà, quand on dit souvent prends soin de toi, c'est un truc qu'on dit de manière factuelle, de manière habituelle, comme ça va, voilà, c'est quelque chose dans le quotidien, comme se faire la bise ou se serrer la main. Et en réalité, tout cela avait été détruit, et c'est la fameuse stratégie du choc de Naomi Klein, parce que quand on revient à l'épisode de la crise de 2020, tout le monde se rappelle, en tout cas j'espère, de comment ça s'est passé en l'espace de quelques heures. C'est-à-dire que vers le 14 décembre, le 14 mars, pardon, quand Édouard Philippe a fait fermer tous les restaurants, etc., quand on sait qu'aujourd'hui c'est la personnalité C'est digne. politique préférée des Français, soi-disant placée pour 2027, ça fait doucement sourire, parce qu'on se rappelle que ce monsieur qui a, comment dire, comme Alexis Poulain le dit, les borgneurs des Gilets jaunes, mais c'est aussi celui qui a fermé tout, j'allais même pas dire du jour au lendemain, c'est de 18h à minuit. Donc, Attends, si tu veux voilà. parler d'Édouard Philippe, c'est très drôle parce que, tu sais, il y a eu cette pseudo-dispute avec Macron. Oui. Et moi, je me suis dit, tout de suite, hein, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils se disputent pour faire quoi? Pour se présenter à la prochaine? Voilà. Pour Et faire de Poutine Medvedev. oui, bah oui, tous ceux qui n'aiment pas Macron, maintenant, hein, ils ont bien préparé leur truc, encore une fois. Bon, Absolument. regarde mon fils, hein, biologiste, thésé, donc docteur en biologie, thésé dans les maladies infectieuses, tu vois, qui explique en fait à la maîtresse, qui lui dit mais c'est quoi cette histoire de jetons? Parce qu'il faut quand même savoir une chose. Un jeton pour respirer, non mais Quand je suis rentrée dans cette Même la classe, Corée du Nord l'a pas fait, ça. alors écoute bien, quand je rentre dans cette classe, tu vois, avec des tables un peu petites parce que c'était une classe niveau double CP, CE2. Je rentre dans cette classe, je suis au courant qu'ils ont 3 jetons, soit pour aller faire pipi, soit pour respirer. Donc ça veut dire que si tu l'as utilisé pour aller faire pipi, bah, il t'en reste plus que 2 pour respirer. Parce qu'ils considéraient que quand tu allais faire pipi, tu allais baisser ton masque, en fait. OK? Donc, en gros, j'arrive, il est 11h du matin, je vois certaines tables où il n'y a déjà plus de jetons. Ils avaient déjà utilisé leurs 3 jetons le matin, les enfants. Et je vois d'autres tables où il en reste 2 et tout. Je vois la table de mon fils, il en reste 3. Et moi, il me l'avait dit, il m'a dit, j'économise mes jetons pour pouvoir respirer l'après-midi, parce que l'après-midi, j'en peux plus. Et il m'avait dit, j'ai trouvé une autre technique, je fais tomber mon stylo par terre, et puis je respire sous la table. Et il m'avait dit, et après, qu'est-ce qui s'est passé? La maîtresse a ordonné qu'on ne ramasse plus les stylos par terre. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire qu'elle avait vu le petit manège
Et elle s'était dit, ah, et ben si tu fais tomber encore ton stylo, si vous faites tomber vos stylos, bah, vous les ramassez plus. Ça voulait dire qu'il ne pouvait plus travailler. Il n'avait plus de stylo. Il n'y a pas de mots pour ça. Complètement hallucinant. Donc on arrive avec on arrive avec mon ex-mari, on s'installe, on lui parle. Il y avait la directrice. Déjà, on nous fait un petit guet-apens. Hein. Il y avait la directrice, les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves. On était censé parler qu'avec la prof. Donc, ils viennent, ils connaissaient un petit peu notre réticence sur tout ça. Et surtout, pourquoi ils nous ont reçus? C'est parce que moi, j'avais posté tout ça. J'avais fait une vidéo de mon fils, en fait, que j'ai posté sur mon groupe. Et en fait, après, elle a circulé. Elle est partie un peu comme Pierrick avec sa vidéo. C'est parti partout. Et ça a fait des millions de vues. Et là, j'ai le journal 20 minutes qui m'a appelé et qui m'a dit, est-ce que je peux vous interroger? Et parce qu'ils ne voulaient pas nous recevoir. Hein. Quand moi, j'essayais d'aller leur parler, ils ne voulaient pas nous recevoir. C'est quand il y a eu le journal 20 minutes qui enfin a fait un sujet là-dessus, qu'elle a flippé, la directrice, et qu'elle m'a envoyé un mail tout mielleux, tout hypocrite, là, en disant « Ah ben, ça serait bien peut-être qu'on parle ». Je fais « Ça fait 10 mails où je vous sollicite, en fait ». Et donc là, elle avait peur pour sa réputation. Et du coup, on a été reçus. Et du coup, ben, quand on a été reçus, mon ex-mari a commencé à expliquer les histoires de masques. Et alors, c'était implacable, ce qu'il a dit. Il lui a fait la preuve par A plus B que ça ne servait à rien, que ça allait rien empêcher. Et là, elle entend la maîtresse et elle dit « Je comprends, docteur. Par contre, j'ai peur. Tu sais, le disque rayé comme ça. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait peur. Donc là, tu lui dis, bah oui, c'est normal, vous n'êtes pas formé pour cette peur. On vous a dit que vous étiez dans la fosse au virus. Donc forcément. Et donc, tu essayes de raisonner. Tout ça, tu vois. Et tu essayes de lui dire, bah vous savez, la peur, ça se travaille. En tout cas, il ne faut pas la vider sur les mômes, tu vois. Parce que, en fait, l'air, ça ne se monnaie pas. Ça ne se rationne pas. Enfin, vous êtes en train de leur apprendre des trucs qui ne sont pas bien. Et là, j'apprends en plus, pendant ce moment-là, qu'en plus, dans la cour de récréation, ils avaient créé des carrés qui étaient des carrés de respiration. Ça voulait dire que c'était le coin respiration, comme un coin fumeur, tu vois. Comme si c'était une... J'ai posté sur Facebook en plus l'autre jour, en disant de ne jamais oublier cette période. Ils ont frappé très, très fort. Ils ont fait très, très mal. C'est comme l'histoire des soignants, là. Voilà. Bah, allez-y, c'est bon, vous pouvez réintégrer. Il y a 2 ans de ta vie qui a été pété. C'est de la sidération totale. Ces gens, pour beaucoup, ont dormi dans leur voiture. Ils ont dû revoir tous leurs fondamentaux, toute leur vie, tout est tombé et tout. Bah, vous allez voir la RH, tu reprends là où comment on fait? Tu reprends au poste où tu étais ou tu vas aller... Et Éric Loridan, que je salue au passage, avec qui on a fait notamment l'émission avec le 600e jour des suspendus, avait rappelé une phrase de Macron qui est très intéressante et très révélatrice aussi, en disant que oui, mais finalement, on n'a pas totalement détruit l'hôpital, totalement détruit le système de santé pour tout reconstruire. C'est-à-dire que ça continue. C'est-à-dire que c'est pareil dans tous les domaines. Pour reconstruire, il faut d'abord tout détruire. Donc, ça veut dire le système scolaire, la justice, et ça me rappelle la fameuse anecdote de Confucius, un sage, une sorte de sage, de philosophe qui conseille un empereur chinois, qui lui demande comment détruire une nation. En fait, en l'espace de quelques années, déjà, on gangrène l'éducation, on entraîne la corruption dans le milieu judiciaire, on détruit aussi la langue, c'est la première phase, et en quelques décennies, en 20 ans à peine, on a un gouvernement de voleurs qui gouverne un peuple de moutons. Et finalement, cette crise sanitaire a réussi à créer ce que certains Nostradamus du pouvoir, que je ne citerai pas, mais que la plupart des gens connaissent pour leurs interventions médiatiques très fréquentes, disaient les idiots iront seuls à l'abattoir. On n'aura même pas besoin de les encourager. Voilà, c'est ça aussi la fin de l'humanité. On ne fera plus des guerres à la papa, entre guillemets, c'est-à-dire avec des armes lourdes. Bon, il y a le conflit en Ukraine, certes, mais comme on faisait pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, ce sera, comme disait Édouard Bernays, notamment sur la propagande, sur le lavage de cerveau, sur l'ingénierie sociale. Et donc, on va se concentrer sur les neurosciences. Et j'ai appris que durant la crise sanitaire,
le système avait dépensé des millions, voire des milliards, pas seulement en cabinet de conseil, mais aussi en professionnels du marketing, de ceux qui étaient spécialisés en neurosciences pour savoir quelle zone du cerveau activer le plus pour permettre justement un détournement. C'est pour ça que moi je dis toujours dans nos luttes, dans nos contestations, on a de la méga stratégie en face. Donc il faut qu'on s'organise aussi, il faut qu'on soit un peu stratégique aussi. On n'aura jamais 5 milliards de McKinsey avec nous, mais on a le nombre. Donc quand on a le nombre, un peu de stratégie, eh ben ça peut quand même servir, quoi.